Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, un petit temps de retard. Oui, je réfléchis à mon papier, comment bien l'amener pour qu'il soit compréhensible. Il vous reste quelques secondes. Il est toujours compréhensible. On commence avec vos quotidiens nationaux. Injustice, le mot revient en une de Métro News mais aussi de Libération ce matin. Les deux quotidiens qui font leur une sur les événements de Ferguson. L'Amérique face à ces démons racistes enchaîne l'humanité. On va voir Jean-Philippe Ballas avec vous. Quel est le ton de la presse américaine ce matin ? Il en parle beaucoup, j'imagine ? Évidemment, la une partout et pas mal de questions. Thierry Lepan sera content cette semaine encore d'ouvrir le canard enchaîné après son appartement de fonction. On y apprend ce matin que le secrétaire général de la CGT aurait aussi fait réaménager son bureau. Montant du devis intégralement exécuté, précise le journal, 62 179 € et 44 centimes. Ça doit faire un havre de tranquillité pour travailler, un bureau à ce prix-là. 315 milliards pour relancer l'Europe. C'est la une du Figaro Économie et celle des Échos. Les Échos qui, en page intérieure, nous proposent une enquête sur les traces des antiquités pillées par l'État islamique, des antiquités écoulées sous le manteau par des réseaux mafieux et terroristes, avec des conséquences irréversibles, écrivent les Échos, conséquences sur certains chantiers de fouilles et conséquences irréparables pour la science. C'est vraiment une enquête passionnante en page intérieure des Échos. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin dans la presse quotidienne régionale ? Eh bien, de l'Alsace à la Nouvelle République, en passant par les DNA, le pape à la une. Europe, réveille-toi, résume ainsi les dernières nouvelles d'Alsace au lendemain du discours prononcé par le pape François à Strasbourg. Une ville qui déclare la chasse au bruit. C'est Auxerre et c'est à la une de Lyon Républicaine. Un plan de prévention est en marche avec le lancement des premiers travaux dès la semaine prochaine pour réduire les nuisances. Et puis c'est l'heure, je vous sers un petit café ici dans ce studio. Pour Axel peut-être, qui se concentre Axel, toujours les yeux fermés là, sur son papier. Pour qu'il se réveille, cela dit, attention à Axel, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Selon une étude, le café serait plus cher en région. Ça, c'est Midi Libre qui l'écrit à sa une. Midi Libre qui a donc enquêté pour savoir dans quelle mesure c'était vrai. La tournée des bistrots, c'est important. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la trouve dans le Parisien, Marion, après les centrales. Voici qu'un drone survole une prison maintenant. Oui, c'est inédit, assure le quotidien. Un appareil de 40 cm de long a été découvert lundi, coincé dans un arbre près du mur d'enceinte de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Pas de caméra sur l'engin, mais une petite nacelle. Alors forcément, l'une des hypothèses privilégiées, c'est que le drone aurait permis d'assurer une livraison à un prisonnier. Le syndicat UFAP, syndicat pénitentiaire, assure que ce n'est pas possible directement dans les cellules par la fenêtre. Il y a un système qui l'empêche, mais évidemment, il y a la cour de promenade, une vraie faille bien connue pour faire passer téléphone portable, puce de téléphone ou cannabis. Jusque-là, c'est vrai. Il n'y a pas des filets de sécurité partout alors, jusque-là, apparemment, la méthode qui est plutôt utilisée, c'est de balancer tous ces objets au-dessus du mur d'enceinte. Le drone, donc, peut être un nouveau danger qu'il faudra combattre sans moyens supplémentaires, regrette une source anonyme dans le Parisien. Alors, concernant cette affaire, le commissariat de Plaisir a été chargé des investigations pour identifier le pilote. Il y aura peut-être des traces relevées sur l'appareil qui a été confié à l'identité judiciaire de Versailles. En tout cas, ces drones posent vraiment de multiples problèmes aux autorités et au pouvoir public, Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va donc aux États-Unis du côté de Ferguson. C'est la une quasiment de tous les journaux américains ce matin. Évidemment, et je vais commencer par un dessin terrible publié par le New York Times. Je vous en ai donné un exemplaire, Thomas. On vous le montre sur europe1.fr. Terrible parce qu'il montre l'impuissance de Barack Obama et cette question toujours très sensible de la couleur de peau aux États-Unis. Sur ce dessin, on voit le président assis, prostré dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, les mains sur les genoux, il regarde la télévision, les images d'émeutes sans rien pouvoir faire. Il y a simplement ce titre, La race en Amérique. Et c'est vrai que plusieurs médias insistent sur le décalage, le contraste entre les appels au calme de Barack Obama et la réalité, le climat de violence qui s'est répandu en quelques heures à travers les États-Unis. D'ailleurs, il y a aussi pas mal de questions sur le déroulement des événements. J'ai pu voir un échange notamment très intéressant entre éditorialistes sur la chaîne d'info MSNBC, la chaîne américaine. Ils ne comprennent pas pourquoi la décision de ne pas poursuivre ce policier blanc qui avait tué un jeune noir à Ferguson, pourquoi cette décision a été prise après des mois de discussion. C'est complètement inhabituel, plusieurs médias le disent. Et surtout, pourquoi la nouvelle a été annoncée si tard
à 20h heure locale à la tombée de la nuit. Pourquoi avoir fait monter la pression tout au long de la journée en laissant le temps à la foule de se rassembler, en multipliant les renforts de police, comme si finalement certains voulaient à tout prix que la situation dégénère. En tout cas pour le site américain d'info, le Daily Beast, l'essentiel est ailleurs. Aujourd'hui, ce drame a fait naître une nouvelle génération militante, la génération Ferguson. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images de jeunes avec le poing levé. Les journaux reprennent aussi les paroles de Barack Obama. Nous devons reconnaître que ce n'est pas juste un problème pour Ferguson, c'est un problème pour l'Amérique. Alors oui, les amis, les Américains ont bien un président noir. On se dit à la fois que ça change tout. Et ça ne change rien. Et je vous rappelle ce que nous disait Hélène Zélani dans le journal de 6h. Le policier qui a tué parle pour la première fois. J'ai la conscience tranquille, j'ai agi dans les règles. J'aurais agi de la même manière avec un jeune blanc. Voilà son témoignage sur lequel on reviendra tout à l'heure dans le journal de 7h30. À la une de la presse, c'est quoi, Axel de Tarlet ? Voilà. Il y avait le café, mais vous, le problème, c'est que vous le prenez avec des croissants et des pains au chocolat. Voilà. Résultat, l'obésité. Et l'obésité, ça coûte cher. C'est ce que nous disent les Échos ce matin. Exactement, parce qu'il y avait une étude de McKinsey qui a chiffré l'obésité dans le monde, 2000 milliards. Et aujourd'hui, on a pour la France. Alors pour la France, c'est 54 milliards d'euros, ça nous coûte. C'est beaucoup, c'est 2,8% du PIB. Vous vous rendez compte ? S'il n'y avait pas d'obèses en France, nous aurions 2,8% de PIB en plus. Alors le tabac, pour vous donner un comparatif, ça coûte 3% du PIB à la France. Alors pourquoi ça coûte autant ? D'abord, on a des salariés moins productifs qui sont en arrêt maladie. Et puis évidemment, il y a les coûts médicaux, l'hypertension, la dépression. Tout bêtement, voilà. Et donc, ça coûte 54 milliards d'euros. Mais à partir de quand on est obèse ? On parle d'obésité, question exactement. de Marion Vous voulez la rassurer. Alors, c'est là où tout à l'heure je réfléchissais parce qu'il y a une formule mathématique. Il faut calculer son IMC, indice de masse corporelle. Alors, réfléchissez bien. Il faut prendre son poids en kilos et vous le divisez par votre taille, par exemple 1m70 au carré. Et si cet IMC dépasse 30, vous êtes obèse. Vous n'avez rien compris ? J'ai une autre solution beaucoup plus simple. Vous prenez votre taille et vous ajoutez 20. Par exemple, si vous faites 1m70, ça fait 90. Voilà, si vous faites plus de 90, vous ajoutez 20 kilos à votre taille. Donc pour 1m70 plus 20, enfin les 70 plus 20, ça fait 90 kg. Si vous faites plus de 90 kg, vous êtes obèse. Si vous faites 1m80, si vous faites plus de 100 kg, vous êtes obèse. Vous avez compris ? Vous rajoutez 20 à ce qui est après la virgule dans votre taille. Mais Axel, quand on se balade dans la rue, quand on regarde les gens, on se dit que la France, on n'est pas tellement touché. Oui, on est moins touché que les autres. 15%, donc un Français sur 7 est obèse. Mais vous avez raison, en Allemagne, c'est 25%. Aux les États-Unis, sont plus gros que nous. voilà un truc où on est bien meilleur. Et aux États-Unis, 33%. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a énormément dégradé. En 91, c'était il n'y a pas longtemps, il n'y avait que 6% des Français qui étaient obèses. Aujourd'hui, c'est 15%. Donc, 54 milliards, ça nous coûte chaque année. Et ça va presque nous coûter bientôt aussi cher que le tabac. C'est ça qui est impressionnant. C'est donc à lire dans les Échos. Eva Rock nous propose et nous suggère de regarder la loi sur France 2 à 20h50. Et oui, parce que vous savez qu'on célèbre aujourd'hui les 40 ans de la loi IVG qui était défendue par Simone Veil. Et donc France 2 a eu la judicieuse idée de faire un téléfilm pour rappeler ces 3 jours de débat avec, dans le rôle de Simone Veil, une formidable Emmanuelle DeVos. Alors, vous ouvrez grand vos yeux parce qu'on a l'impression que c'est vraiment Simone Veil à l'écran. Les tailleurs en tweed identiques. Alors, bon, on a envie de dire si c'est que du costume, tailleur Chanel, ça va, mais c'est la même démarche, la même façon de parler, la même façon de poser les mains. Donc, elle est convaincante. Elle est super convaincante. Elle n'est pas dans l'imitation, elle est vraiment dans l'incarnation. Et vous allez découvrir donc 3 jours de vives discussions et d'insultes. Vous en avez parlé hier à l'antenne avec les enfants de Simone Veil. 3 nuits sans dormir. Je vous propose d'écouter un extrait. La veille du vote, Simone Veil s'entretient avec son mari au téléphone. Il vous reste combien de temps de débat ? 1 jour et 2 nuits, je pense. Et tu te sens comment ? C'est très violent. Il faut tenir. Nous sommes loin du compte. La droite ne se rassemble pas et la gauche menace de s'abstenir. Et la défaite ? On ne peut pas l'écarter. Cette soirée ne tombe pas très bien. Non, des troupes, au contraire, ça me fera du bien. On changera les idées avant de retourner dans l'arène. Cette nuit promet son lot d'ineptie. Voilà, et si j'ai choisi cette peut-être la voix qui est un peu moins convaincante. Oui, mais c'est un peu compliqué. Elle a bossé sur les A, en fait, parce qu'elle disait qu'elle avait une façon particulière de prononcer les A. En fait, vous allez surtout découvrir comment ça a été un jeu de tractation politique pendant ces 3 jours, comment il a fallu convaincre le centre droit, gérer les dissensions au sein de la majorité de droite et donner des billes aussi à l'opposition de gauche. Et puis aussi combien il y a eu un jeu d'influence avec l'Église, l'ordre des médecins. C'est vraiment une plongée dans les coulisses. Parfois, on a l'impression d'être dans un documentaire plus que dans un téléfilm. Et l'image incroyable de Jacques Chirac venu s'asseoir à côté d'elle
d'elle dans l'Assemblée alors qu'elle a été chahutée par tout le monde. C'est donc ce soir, ça s'appelle La Loi sur France 2 à 20h50. Il y aura un débat organisé après la diffusion de ce téléfilm avec Emmanuel Devos, Marisol Touraine, Michel Cotta et la gynécologue Danielle Gaudry. Eh ben, on met une petite photo de Simone Veil version Emmanuel Devos sur Twitter avec le hashtag un matin. Et en attendant, pour nous, c'est rideau sur le kiosque.